enfin, la grande bataille commence, l'animation, la réalisation et l'ambiance arrivent à leur paroxysme. Qu'en est-il du scénario cette fois? Et est-ce que Goma est finalement crédible en guise d'adversaire? Que signifie la réponse d'Alinsu à son frère? On va voir ça dans ce DB Review. Yo tout le monde, bienvenue sur DB Times pour vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour la review de l'épisode 17 de Dragon Ball Daima qui nous a apporté pas mal de choses, c'est pour ça que cette review va être très riche. Et évidemment, restez jusqu'à la fin car il va y avoir des rebondissements. Ouais, il va y avoir des rebondissements, on espère qu'il y en aura déjà un de rebondissement sur la clochette, sur l'abonnement pour cette chaîne, on compte sur vous, d'autant qu'en plus, il va y avoir appel à votre participation ce mercredi normalement pour le live, théorie, prédiction de Baba pour la fin de Dragon Ball Daima. Voilà, ça c'est dit, on vous attend nombreux. Il faut que vous participiez, histoire de théoriser tous ensemble sur le futur épisode 18 qui sera diffusé du coup vendredi prochain. On est parti pour l'histoire. Nos héros se retrouvent face à Alinsu, la sœur de Shin et Dégès qui est en possession de la dernière Dragon Ball. Shin propose un marché à sa sœur, mais celle-ci ne semble pas enclin à remettre sa Dragon Ball. Au contraire, elle désire les deux autres que le groupe de Goku et ses amis ont récoltés. Elle leur propose donc un duel. Si l'un d'entre eux bat son Majin, il remportera la Dragon Ball. Dans le cas inverse, elle gagne les deux Dragon Ball qui lui manquent. C'est ainsi qu'un combat débute entre Goku et Majin-Buu, mais rapidement interrompu par King Goma, le roi du Daimakai, qui débarque avec ses nouveaux pouvoirs octroyés par le Third Eye qu'il a désormais en plein milieu du front. Devant cette grande menace, tout le monde y met du sien pour tenter de repousser le souverain en place et éliminer la menace qui pèse sur ce monde. Même le Tamagami No.1 est chargé par Neva d'intervenir. Et Alinsu envoie, elle aussi, ses deux Majin au combat contre Goma. Au milieu d'un combat acharné, la sacoche qui contenait les insectes fort utiles à Goku tombe et celui-ci est forcé de se transformer en Super Saiyan 3 pour ne pas être détruit par Goma. Un nouveau combat va alors débuter. Voilà pour le petit synopsis qui vous rappellera le contenu de l'épisode si vous l'avez vu il y a quelques jours ou si vous ne l'avez même pas vu, c'est possible aussi. On va aborder maintenant ce qu'on apprend dans cet épisode, à commencer par le fait que Glorio est vraiment très étonné par les agissements d'Alinsu, le fait qu'elle ait deux Majin autour d'elle avec la Dragon Ball. Il est légitimement pas au courant, ce qui est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Je me suis posé cette question aussi d'ailleurs, mais on continue du coup. Shin, Narale, du coup, s'avance pour proposer à sa sœur de les aider à retrouver leur taille normale. Ils échangent des politesses, si bien qu'on croirait qu'Alinsu n'est pas au courant qu'ils ont tous rajeuni. Mais elle doit feindre le truc, car elle était clairement au parfum. Ça nous permet de voir une stratégie tentée par Shin et échouée. Le docteur Alinsu dévoile des ambitions bien au-delà de celles de Dégès. Trouvant le monde des démons actuel plutôt doux, elle souhaite le transformer en monde des ténèbres, plus sombre et plus vil. Un monde qui ferait même plier les autres. Shin argumente qu'elle aurait mieux fait de mettre sa grande intelligence au service de la paix, ce à quoi elle rétorque que la paix, ça sonne bien malaisant pour le Daimakai. Alinsu et Neva découvrent que le Third Eye est en possession de Goma. C'est le choc pour eux. Mais de son côté, Bulma reconnaît là l'œil qui était alors sur la ceinture d'Ibis et part l'interroger. Celui-ci nie avoir un rapport avec cet œil, argumentant que de toute façon un œil c'est un œil. On va voir maintenant les références que nous fait cet épisode à d'autres séries, notamment du Dragon Ball évidemment, avec Shin qui nous refait le même genre de sourire malicieux que lorsqu'on l'a vu pour la première fois dans l'œuvre originale. Nul doute qu'il a confiance en Goku et qu'il a des idées derrière la tête pour obtenir ce qu'il souhaite. Lorsque Goku et Vegeta se disputent pour savoir qui va combattre, on a clairement une référence à ce plan SD de Vegeta qui hurle habituellement sur Goku. Ça avait d'ailleurs encore été utilisé dans l'épisode 10 de Daima. Cette fois, Goku y met du sien aussi, histoire de rééquilibrer les choses. Quand Majin-Buu s'élance et crie « Dou Ikimasu !» Donc « Dou, j'y vais !» C'est probablement une référence aux séries de Gundam, où au moment du lancement, les pilotes disent leur nom, ou bien celui de leur Gundam, suivent « Ikimasu !» au moment du coup de partir pour l'action. Et c'est peut-être pas flagrant, mais ce Goku qui capte le danger et se met de trois quarts face à l'adversaire qui arrive, c'est probablement une référence à ce Goku de Dragon Ball GT qui faisait exactement la même chose au moment de l'arrivée de Rild, ou encore un peu plus tard dans l'arc Baby. Comme l'avait fait Cell avant lui, Goma utilise l'environnement pour créer une arène de combat sur laquelle ils pourront s'affronter. Pour ce faire, il utilise ses nouveaux pouvoirs. On comprend aussi qu'il ne voulait pas détruire son beau palais, d'où l'arène créée à proximité de son îlot. Mais on ne peut s'empêcher,
voyant sa réaction, de penser à celle de Piccolo qui assistait à la destruction du sanctuaire de Dieu au moment où Gotenks affrontait Majin Buu. Magnifique. La scène où Piccolo, Shin et Glorio partent au combat en passant devant l'écran fait bien sûr un beau clin d'œil à ce cut de l'opening de Dragon Ball GT où Goku, Pan et Trunks faisaient la même chose. Le fait que tout le monde se livre à une terrible bataille contre un seul individu peut nous rappeler évidemment le 8e film avec Broly où tout le monde tentait péniblement d'attaquer cet ennemi en même temps sans parvenir à l'abîmer. Et Hachi Hyaku, dans les OVA, qui s'inspirait déjà un peu de Broly, reprenait ce schéma. D'autant que ce dernier avait aussi une source de pouvoir et un point faible situé au milieu de son crâne. Et pour aller plus loin, pas mal de fans ont remarqué que la transformation de Goma, qui passait de l'état de petit gnome à un gros baraque bagarreur, rappelait beaucoup la transformation de Garlic Jr., l'antagoniste du premier film DBZ et des fillers de la série. Aussi, la tenue de Goma, une fois transformée avec le troisième œil, nous rappelle beaucoup celle de Jiren, et donc par extension, celle des Pride Troopers de l'univers 11 qu'on voit dans Dragon Ball Super. D'ailleurs, fun fact, j'ai lu sur internet des personnes pensant que c'est le fameux Mamono qui aurait tué le père de Jiren. Je Ouais, vous laisse à vos commentaires. ouais, je crois pas. Je crois pas. Tout comme Frieza et Cell qui utilisaient une sorte de télékinésie pour bouger des corps ou des objets, ou dans une moindre mesure Blue et Gurn, Goma utilise un pouvoir qui nous rappelle beaucoup la force dans Star Wars. Justement dans une série qui référence énormément Star Wars avec ses pistolets laser, ses héros qui s'infiltrent en bas ennemis et se cachent, des vaisseaux, c'est probablement pas un hasard. Tout comme Frieza et numéro 17 venaient aider Goku durant le final du tournoi du pouvoir, donc deux anciens ennemis qui venaient, ici c'est le Tamagami et Majin-Doo qui viennent contenir l'attaque de Goma pendant que Goku est immobilisé. Voilà du coup pour ce qui ressemblait à des choses qu'on connaissait. On va maintenant aborder nos commentaires et n'hésitez pas à en faire de même, justement dans la section commentaires. J'ai trouvé que cet épisode était mieux, scénaristiquement en tout cas que les précédents, en même temps c'était pas difficile j'ai envie de dire. On fait moins de vagues aussi dans cet épisode, on n'a pas de contradiction avec le manga, tu vois, on va pas chercher des trucs et inventer des bazars. Ce que sont nos personnages, c'est ce que sont nos personnages, et il n'y a pas de contradiction non plus avec les autres séries animées a priori, ce qui est plutôt cool. La première partie de l'épisode expose en plus les ambitions d'Aliensu, ce que j'ai trouvé intéressant, on va en reparler juste après. Mais j'ai trouvé paradoxalement que cette partie A de l'épisode était encore lente. Assez lente, pas extrêmement lente, mais un tout petit peu lente, dans le sens où c'est toujours le problème, si on peut appeler ça un problème, je pense que c'en est en tout cas pour beaucoup de spectateurs, de Dragon Ball Daima, c'est-à-dire qu'on a un scénario initial et on essaie de gagner du temps quand même. Et dans l'exposition, dans la réalisation, dans le débit de parole, donc la logorée, et également dans la longueur des plans travelling, donc le découpage du storyboard, etc., on va gagner du temps. Les plans vont être très lents, et ça je trouve que c'est indéniable. J'en veux pour preuve le fait qu'il reste que 3 épisodes après ça. On le sait tous, ça se terminera le 28 février. Et pourtant, on prend le temps donc d'exposer bien les choses, je dis pas que c'est mal fait, je dis que sur cet épisode d'ailleurs ça fonctionne, mais on le fait comme si c'était un animé fleuve, comme si c'était un animé qui ne connaissait pas sa fin et qui pouvait durer encore des mois voire des années, et qu'on avait encore en 3 épisodes le temps de caser plein de choses. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il y aura énormément de trucs à caser. Donc je suis toujours étonné par ce rythme, en partie A, attention. Même si j'ai trouvé ça plutôt plaisant. D'ailleurs, pour revenir sur le découpage de Daima, je dirais que, à mon avis, c'est mon impression, mais avec tout ce qu'on a eu dans la série, tellement ça a été étiré à chaque épisode, je suis sûr qu'en 12 épisodes, tout ce qu'on a eu, ça tient. Bon, très possible. Très très possible. Si tu veux encore plus à l'essentiel, bien sûr. Surtout qu'il y a des trucs qui sont pas essentiels, on l'a dit. Il y a des épisodes, tu peux les enlever, ils servent même pas le scénar. Ils seront oubliables et oubliés peut-être aussi. Donc ouais, je pense que clairement, 20, c'est en tirant bien. Moi, tu vois, pour le coup, j'ai pas trouvé véritablement que c'était lent. Alors j'entends tout à fait ce que tu dis, tes arguments d'effectivement des plans étirés, on rajoute quelques phrases par-ci par-là pour vraiment gagner quelques secondes et minutes. Mais tu vois, je me dis déjà, on arrive à 2 minutes, on est après l'intro, l'opening. Déjà, t'as déjà 2 minutes de passé. On a la rencontre des 2 groupes. Il fallait que les 2 groupes se rencontrent pour moi. T'as l'ambition de Alinsu annoncée. On en reparle juste après. T'as le deal pour la Dragon Ball s'enfoncer, tu vois, dans le tas comme des porcs en mode ouais, je te connais pas, mais je vais te taper. Bon, t'as le début du fight contre Ku et Du. Et ça, on est à 7 minutes. Qui pour moi était nécessaire. Donc on a 3 minutes de fight et on a Goma qui arrive à 10 minutes. Ouais, bon, je pense qu'en 8 minutes pour caler tout ça, on a vu pire dans Daima.
Moi, je pense aussi, tu sais, qu'au-delà de tout l'aspect technique que tu as expliqué, tu vois, où effectivement, dans le découpage, tu sens que c'est un petit peu étiré, il y a des plans qui pourraient aller un peu plus à l'essentiel. C'est aussi que la fin de l'épisode 16, tu vois, nous montre Goma transformé. Et je pense que on s'attend tous à le voir lui, et donc ça nous paraît long qu'il puisse se passer dans le timing tout ce qu'on voit dans la partie A avant qu'il intervienne dans la partie B. Je pense qu'il y a un souci aussi de, tu sais, de ouais, de quand peut-être placer cette rencontre et quand placer la transfo de Goma, pour les attentes du téléspectateur. Ouais, après moi je suis pas, c'est pas tant ça qui me gêne. Certes, il intervient qu'à la 10e minute à peu près vers l'eye-catch. Enfin, au milieu de l'eye-catch, hein, c'est lui qui fait l'eye-catch même. Mais c'est pas tant lui, c'est pas tant le suspense qui est préservé de le voir apparaître et du coup de nous montrer ce Goma transformé, parce que finalement on l'a vu qu'en partie, hein, son visage, des plans de dos, etc. C'est Mmh. plus le début du combat contre Majin Buu pour récupérer la Dragon Ball en fait. Ça intervient à 7 minutes d'épisode. Ils ont eu le temps de blablater pendant 7 minutes, du coup, où ils bougent pas. Il n'y a pas un personnage qui bouge. Le seul personnage qui bouge, rendez-vous compte, c'est Majin Buu qui va aller courir après un papillon. Donc c'est pour ça que ça me paraît long. Et je suis sûr et Ouais, certain que certains d'entre vous ont trouvé ça long aussi, que ce soit si figé en fait. Il aurait dû peut-être avoir des actions, des tentatives de récupérer la Dragon Ball. Ils ont même pas tenté. Hein. Bon, Shin a dialogué, c'était plutôt cool. Et surtout, le truc le plus intéressant évidemment de cette discussion, pour moi en tout cas, c'est les ambitions d'Alice. on va en est deux. C'est très intéressant puisque elle nous met l'eau à la bouche en fait. Elle nous évoque un truc, malheureusement, qu'on n'aura jamais. Ça, c'est le bémol. C'est-à-dire un Daimakai vraiment sombre, comme son autre dénomination l'indiquait pourtant, hein, d'ailleurs, dans le manga, Ankoku Makai, donc monde démoniaque des ténèbres, littéralement. Un qualificatif qui n'est plus utilisé ici, et pour cause, puisque ce monde qu'on a découvert dans Daima est certes beau, multicolore, hein, et on a presque envie de s'y promener, ça donne envie, mais c'est certainement pas ténébreux, obscur, sombre, noir. Au mieux, il est dangereux, mais je trouve qu'on peut clairement y faire de la randonnée, faut juste se méfier de 2-3 trucs, hein, un peu comme si t'allais en rando en Australie ou bien dans les montagnes faire du hors-piste. Bon, je déconne, mais il y a les mégas qui sont gigantesques, tu te fais piétiner facilement, tu vois. Il y a le Kraken également, mais bon, ils en font des brochettes. Donc finalement, je trouve que ça désamorce, tu vois. Quand tu dis que c'est des écoliers, en fait, c'est juste des écoliers géants avec un chien, et puis un poulpe que eux-mêmes font griller. Bah en fait, toute la menace qu'on t'avait installée, le peu de menaces qu'on t'avait installée dans le Daimakai est désamorcée. C'est pour ça que quand Alinsu parle d'un monde des ténèbres plus sombre, plus effrayant, plus effroyable, moi ça me donne envie. Et j'ai pensé à toi en regardant cet épisode, toi qui veux du sombre, des ténèbres et tout ça, tout le temps, je me suis dit, Ah bah, là, elle parle son langage, mais elle parle aussi notre langage à nous. On s'attendait mmh. à autre chose, je pense, quand on nous a annoncé un monde des démons. Et son ambition, c'est cool du coup, mais quelque part tu te dis, c'est ce qu'on n'aura pas en fait, vu que nous, on se tape Goma, quoi, et son monde, quoi. Mais tu tout dit, c'est exactement, ce que j'aurais voulu, en fait. Tu vois, à la revoyure, je me dis que finalement, le Daimakai que nous sert, Dragon Ball Daima aurait pu être une sorte de chemin du serpent, tu sais, que Goku, emprunte avant d'arriver, sur la planète de Kaio, et ben, ça aurait pu être un entre-monde. Tu vois? Un entre-deux où, tu commences déjà à avoir un peu de Purgatoire. sombre, mais ouais, tu as un entre-deux, et après en dessous, tu vois, tu en dessous, vraiment en dessous, là, tu arrives dans le Daimakai, et là, c'est sombre à souhait, c'est noir, c'est ce que nous dépeint, Heinze, et moi, oui, je ne dis pas que je n'ai pas aimé le Daimakai que nous propose, Daima, mais ça ne me contentera jamais sur ce que j'aurais voulu avoir. Il est trop léger. Moi, Il beh est oui, trop beh léger. En fait, oui. je trouve qu'il est ici à la série dans le sens où il est dans la teinte de la série. La teinte de la série, elle est vraiment tout public, mais vraiment tout public en partant des enfants en bas âge, quoi, Mmh. jusqu'aux fans voilà, de la première heure qui peuvent se retrouver à certains moments de la série. Mais comme on l'a dit et comme on l'a vu, comme on l'a observé avec le dernier épisode, on a quand même des moments parfois très très enfantins. Hein. C'est aussi ça qu'on retrouve dans la teinte. Alors je parle pas du visuel qui est extrêmement beau et du cachet, hein, parce que là pour le coup ça aurait pu s'adapter à plein de trucs. Je parle de la dépiction qui est faite, les rencontres que l'on fait,
les actions que font les ennemis, hein, c'est-à-dire se faire engluer et donner des chips. Voilà, je trouve que ça fait pas très Makai. J'aurais préféré voir les ennemis proposés par Alinsu. Peut-être qu'il y aurait eu des meurtres, des démons terrifiants aux dents pointues qui sont prêts à tout pour remporter la victoire. Mais on n'aura pas ça. Bah, c'est ça, c'est ça. Alors Dragon Ball, c'est pas un seinen, hein, on n'est pas censé finir dans le monde de Berserk, mais on parle du monde démoniaque des ténèbres. C'est censé être là où je suis censé voir les plus viles, tu vois, personnalités, tout Majin confondu, veut le pouvoir, tu vois, c'est la manipulation, c'est qui sera le meilleur, la loi du plus fort, c'est sombre, c'est voilà, ce que Alinsu nous dépeint. Et c'est un peu pas un aveu de faiblesse, mais un aveu de choix. Tu parlais de dépiction, voilà ce que vous auriez pu avoir, mais vous ne l'aurez pas parce qu'on a choisi de faire un truc un peu plus enfantin. Hein, et la phrase qui m'a le plus parlé, c'est celle que tu as soulignée tout à l'heure, hein, quand t'as Alinsu qui dit ah, le Daimakai où il y a la paix, où c'est gentil, c'est un peu bizarre quand même, ça sonne. Bah oui, ça sonne pas en fait. Donc t'es en train de dire que ça sonne pas, mais c'est ce que t'as fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ce que tu nous as donné. Effectivement. Effectivement. Bon, malgré évidemment cet aveu de faiblesse et du coup cette révélation, ce double sens, pour le spectateur, on a quand même des scènes bien marrantes, bien sympas, notamment avec Majin Buu, hein, qui se présente en premier. Du coup, Alinsu se dit mais d'où tu te présentes en premier, toi? Tu fais quoi là? Ou encore quand il croit que c'est à lui de combattre. Et il se sent très concerné, en tout cas c'est bien, il se sent investi dans cet épisode, moi il m'a fait rire, hein, je vous avoue. Après, pour la petite histoire, hein, en japonais c'est pas très étonnant qu'ils se sentent concernés, parce que Alinsu, quand elle dit mon Majin va combattre, etc., elle dit Kochi no Majin, donc le Majin qui est ici près de moi. Kochi c'est ici, là où je suis moi. Sauf que la réalisation a trouvé bon justement d'écarter Majin Buu qui est parti chasser un papillon. Donc le seul Majin qui se trouve à côté d'elle c'est Ku. Donc forcément, lui, il pense à lui, il se dit « Ah ouais, bah, c'est moi qui vais combattre, tiens. » D'où le petit truc. Et puis il y avait d'autres scènes marrantes, hein, comme Neva qui fait ses clins d'œil. On l'avait dit qu'il allait dire au Tamagami d'aller combattre, tu vois. Je te jure, c'était la caricature de nos yeux, frère, quand tu fais vas-y. Je te mords. Salieux. Allez, on va passer à la partie technique avec la réalisation. Yes, la réalisation de Kazuya Karasawa, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, pour le coup, c'est un réalisateur que vous connaissez, hein, puisque vous l'aviez vu sur l'épisode 12, où on avait Vegeta qui affrontait le Tamagami Number 2. Il était aussi forcément sur le combat entre Doo et le Tamagami Number 1. Et je vous l'ai déjà dit, mais en plus d'avoir été déjà présent sur Dragon Ball Super, où il avait signé également une partie du storyboard du film Dragon Ball Super Broly, avec le début du combat contre l'adversaire. C'est aussi lui qui était sur le combat de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima. Donc autant dire que les batailles, ça le connaît. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans cet épisode, avec énormément de batailles, énormément d'échanges entre les personnages, même avec les décors et tout ça. Ça, c'est vraiment la partie fight qui était dantesque, que j'ai trouvé pour ce qui est de sa réalisation et de son storyboard. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait des plans plus simples, mais pourtant qui m'ont beaucoup plu, comme ce plan vampirique que j'ai trouvé d'Alinsu avec son col bien remonté, et qui colle justement, sans faire de jeu de mots, avec ses ambitions. Puisqu'on la voit comme ça, vraiment maléfique vampire, quoi. Et en face d'elle, on a un Goku, qui est lui aussi, comme elle, en contre-plongée, pour bien montrer leur grandeur. Il y avait aussi des plans larges au moment de l'étirement de Majin Buu, qui, je trouve, sont extrêmement bien réfléchis. Parce qu'on est sur un plan plus serré, il étire ses bras, boum, on dézoome immédiatement, c'est super rapide. Dès que l'attaque, elle atteint Goku, on a un petit flou, comme ça sur l'image, pour montrer un peu l'impact et tout ça. C'est-à-dire que tu as déjà l'animation qui fait le travail, mais tu as en plus la réalisation qui vient le faire. Et les plans larges en général sont super bien gérés par Karasawa, hein, puisqu'il s'en sert aussi. Pour exposer la situation en début d'épisode, je parlais de plans très lents. Alors ils sont certes très lents, hein, mais du coup j'imagine que ça a été décidé lors des réunions avec la composition de la série et tout ça. Mais ça sert aussi, je trouve, dans l'épisode pour nous montrer les deux groupes qui s'opposent. Et du coup aussi, ce que j'expliquais tout à l'heure avec Doo qui se cache chasser le papillon, ça expose aussi ça. Et du coup, ça sert de sous-texte aux répliques des personnages. Ouais, c'était pour moi une pépite, la réal. Je trouve que... Waouh. Et sur cette deuxième partie, là, tu parlais des combats, je l'ai trouvé spatial. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une gestion de l'espace et de l'environnement
avec Karasawa qui est formidable. Tu vois, tu as des rotations comme ça, tu sens que tu as de la place pour te battre, pour te mouvoir et tout ton storyboard, toute ta découpe, ta réalisation, elle est pensée autour de la mise en avant du combat et de je là, tu restes rêveur, en fait. Tu regardes le combat, tu fais: «Waouh, Mm. waouh, 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 waouh», tu vois? Tu t'en prends plein les mirettes et bien sûr, on va passer à l'animation et sans une animation de qualité, on n'aurait pas une réalisation, mise en avant, Ouais, une réalisation mise en forcément. avant qui est très différente du coup de l'épisode 106 de Dragon Ball Super, vu que tu parlais de spatial. On a deux Mmh. directeurs de l'animation sur cet épisode, Koji Watanabe et Shuntaro Mura, qu'on a déjà vus, qui ne sont pas ceux sur lesquels on va revenir dans cette review, puisqu'on a tellement à dire sur l'animation clé, c'est un truc de fou, même s'ils ont fait vraiment un super travail d'homogénéisation sur l'épisode. On commence du coup tout doucement ce petit tour d'horizon des animateurs avec potentiellement, je dis bien potentiellement, une animation qui pourrait être de Tadayoshi Yamamuro, à moins qu'il n'ait fait que les corrections, mais en tout cas on retrouve bien ses effets ici, et ses nez, triangles, plus caractéristiques. C'était le début du combat contre Majin Buu, du coup plutôt mou, c'est pas ce que je retiendrai véritablement de ce début de fight. Il a déjà fait beaucoup mieux sur la série, si c'est lui. Je pense que certainement que ces échanges, moins convaincants que les autres, était là aussi pour nous montrer qu'il fallait de toute façon démarrer progressivement. La partie la plus haletante de ce combat contre Majin Buu, donc c'est signé par Takeshi Morita, ce même animateur qu'on avait découvert avec l'opposition entre Vegeta et les Majin dans l'épisode 9. Un animateur au style résolument plus violent, au trait plus brut, au trait plus tiré. C'est ce qu'on retrouve ici avec un Majin Buu qui semble plus effrayant, si j'ai trouvé. Là pour le coup, les enfants de la partie A de l'épisode dernier vont pas s'y retrouver, ou alors ils vont se cacher sous le Mmh. canapé. Une vitesse d'échange à la hauteur de ce qu'on attendait, enfin un vrai combat qui débute. J'ai trouvé en plus qu'on pouvait retrouver son style dans ses effets zigzag, plus pointus que ce qu'on peut voir chez d'autres animateurs. Même si Majin Buu bouge à toute vitesse, on retrouve ce côté-là, et puis ça reste fluide et souple en plus de ça. On a ensuite l'animateur français Nightberry, dont on vous a déjà parlé, notamment grâce à ses travaux sur les épisodes 12 et 15. Il a aussi travaillé sur One Piece et semble savoir vraiment tout faire, puisque on le retrouve sur une scène comme on n'en a pas vu précédemment dans Daima, celle où Goma utilise ses pouvoirs pour créer une arène. Donc on a un bel effet de lumière, on a un dézoom, etc. Sympathique, même si c'est très court. Et dans la foulée, on a Nobuhiro Nagata sur la scène où Vegeta tente d'attaquer Goma par surprise, un animateur qui a travaillé sur des animés comme Digimon Adventure, Fire Force ou encore Mushoku Tensei. Il arrive donc ici sur une très courte scène qui met bien en évidence le storyboard habile de Karasawa, un peu comme dans la scène suivante avec Vegeta qui détruit tout pendant que Goma tente de l'en empêcher, une scène qui est animée cette fois par Isamu Takara, qu'on avait vu, rappelez-vous, dans l'opening, justement en train d'animer la magie de Goma, ou encore dans l'épisode 8, avec encore des auras et des effets de magie. Ici on le retrouve sur une scène d'action avec des esquives, de la destruction et des Kikora, notés comme ces effets de ki semblent fluides et presque liqueux. Ensuite, Ken Otsuka est de retour, vous savez, le spécialiste des effets et des mechas, qu'on ne retrouve pas du coup sur des mechas vu qu'il n'y en a pas, mais bien sur des explosions, des rayons et des effets avec l'assaut de nos héros sur Goma et le début de la bataille. Ces cuts sont efficaces et montrent bien le côté inébranlable de Goma, sans pour autant qu'on soit encore sur du pur Sakuga, comme il va en arriver après. Mais c'est ce qu'il fallait, disons pour le moment. Et puisque vous vouliez du Sakuga, donc de l'animation bien punchy, rapide, vivante, voici quelqu'un qui va vous en donner. Shuichiro Manabe. Il était présent sur plusieurs épisodes déjà, et vous le connaissez aussi pour ses œuvres sur DBS. Le voici de retour pour le début du combat dans la nouvelle arène de Goma. C'est vivant, il y a de la destruction, des ralentissements au moment de l'impact, comme il aime tant, et de la belle chorégraphie avec des personnages qui changent de position en plein ciel. J'ai beaucoup apprécié. Et vient ensuite Hiromi Ishigami, qu'on avait vu signer une animation superbe entre Vegeta et le Tamagami Number 2 dans l'épisode 11, et qui est de retour ici pour une scène qui va rester en mémoire, celle où Goma se pose, dominant tout le monde, tandis que tous lui font face. L'exécution est superbe, pour une scène où les persos bougent probablement le moins de cette partie B de l'épisode, mais c'est la caméra qui bouge, de manière circulaire et en parfaite adéquation avec la réal. Et vient ensuite le lourd du lourd, Ryo Onishi, qui anime pas moins de 3 minutes de combat sur la séquence où Goma utilise ses pouvoirs
ceux du troisième œil, pendant que tout le monde l'attaque au milieu de l'arène. On le reconnaît évidemment avec ce style plutôt rond qu'on avait vu sur Dragon Ball Super, rappelez-vous le combat Beerus contre Goku, c'était lui qui avait signé une des meilleures animations. On avait aussi sa présence pendant 5 minutes sur le film Dragon Ball Super Broly, c'était lui qui signait tout le début du combat entre Goku et l'antagoniste du film, même si c'est pas un vrai antagoniste, c'était magnifique, c'était rond, c'était comme ça, c'était très enrobé, c'était plutôt flat, c'est ça son style, hein. C'est un style qui normalement accepte peu de détails, mais lui il en donne quand même, et regardez même ses halos et ses jets de lumière qui normalement sont rectilignes, ils sont plutôt ronds et plutôt circulaires, et alors ce qu'il faut signaler avec lui aussi, c'est qu'il met énormément de dessins et donc d'images par seconde. Tu m'étonnes qu'on l'avait pas vu précédemment sur la série, on se demandait quand est-ce qu'il allait apparaître, on l'avait vu un peu sur le dernier épisode, mais depuis l'opening où on l'avait vu furtivement, on s'était dit ah putain on va avoir Ryo Onishi, trop cool et tout, il était pas là, forcément, il était en train de préparer 3 minutes d'animation de fou pour cet épisode, avec énormément de dessins à la seconde. C'était incroyable. Non, en vrai, en termes d'animation, cet épisode, ça a été un florilège, quoi. C'était une montée en puissance. Quand t'as une scène où t'as tout le monde qui fonce comme ça, que t'as même Goma qui est encerclé par les bras de Majin Buu, supériorité, la caméra qui se repositionne, tout le monde va placer son caméra. Franchement, tu vois, t'oublies tout à ce moment-là, et t'es derrière ton épisode. Je veux dire, tu vis ton combat quand même. Ouais, Tu te de dis, ouf. ah putain, ouais, je le vis, je le ressens ce combat. Et c'est ça qu'on veut, on veut ressentir Dragon Ball. Et je trouve ça quand même, je le dis dans l'animation parce que heureusement qu'ils ont été là, mais je trouve ça quand même dommage qu'on ait toujours cette sensation de ressentir Dragon Ball Daima dans les moments de fight en fait. Ouais. J'aurais voulu ressentir Daima à chaque épisode. Bon, voilà, c'est tout. Je voulais juste le dire. Non mais je suis merci aux totalement animateurs d'accord, c'est en un staff. paradoxe qu'on pourrait aborder en live et on le fera très certainement avec vous prochainement. C'est-à-dire que Daima c'est une des séries qui propose vraiment ce qu'on voulait, c'est-à-dire de l'aventure et tout ça. Mhm. Mais du fait de son scénario en fait et des angles choisis, le côté Dragon Ball on le ressent davantage en fait dans les combats comme tu le disais, parce que l'aventure, en l'occurrence, elle calque plutôt des jeux comme Dragon Quest et tout ça, donc pas forcément du Dragon Ball. Et le scénario aussi est parfois surprenant. Mais bon, pour revenir sur cette animation, on a de la belle CGI également, je trouvais plutôt satisfaisante, avec l'arène notamment, tous ces plans, etc. Et puis pour terminer, aux corrections, on avait Takeo Ide, un animateur que j'aime beaucoup, qui était présent sur Dragon Ball, Dragon Ball Z, même GT, et Super, et qui a un trait très particulier, avec comment dire, des mâchoires très anguleuses, etc. Il dessine super bien les filles, et notamment Aline Su. J'imagine que c'est pour ça qu'il était directeur en chef de l'animation ici, pour corriger les plans. Et pour les plans d'action, c'était également très sympathique. On a aussi des corrections additionnelles de Katsuyoshi Nakatsuru, donc le character designer de la série, qui viennent embellir tout ça sur la première partie. Et puis les décors aussi magnifiques de Maya Kasai, qu'on peut souligner. Pour ce qui est de la bande-son, beaucoup plus satisfaisante, je l'ai trouvé, et je parle comme Yoda, que les précédents épisodes. Là, pour le coup, on a de bonnes musiques, vraiment, elles sont bien, elles collent au truc, et les bruitages aussi. Les bruitages aussi sont cool, les piou, les tiou, les trucs du troisième œil, tout ça, non, c'était bien choisi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, il y a eu 2 thèmes dans l'assaut contre Goma qui m'ont emmené. C'est-à-dire les bruitages, comme tu dis, les tout qui pète, mais la musique qui t'apporte une tension. Et il y a eu 2 moments comme ça, je me suis enfin, j'ai une musique qui n'est pour moi pas que accompagnatrice, mais vectrice d'émotion. J'en suis pas au stade de pouvoir les retenir comme Shinsuke Kikuchi, mais jusque maintenant, très peu, ouais, peut-être une musique ou 2 m'avaient véhiculé quelques émotions. Là, ça m'a rajouté une couche à mon gâteau dans l'immersion. Quand même pas compliqué. Ah, c'est pas compliqué, hein. Dès qu'on a une bonne animation, une bonne réal et une bonne bande son, déjà ça fait les 3/4 du taf. Beaucoup. Et on avait au doublage du coup Shotaro Morikubo, sur lequel je reviens parce que j'avais posé la question, vont-ils lui mettre un effet sur la voix? C'est ce qu'ils avaient fait quand il se transformait, mais apparemment c'était juste pour cette séquence de transformation. Ce n'était pas le cas sur cet épisode où il conserve la voix habituelle de Goma. Donc la voix qu'on connaît tous, hein. Il va s'opposer à tout le monde, donc faut pas le frapper parce que sinon il va avoir des blessures comme ça. Donc il parle comme ça. Mais c'était cool, j'ai bien aimé. Et puis aussi ce que je dois dire, c'est ces petits rires, tu sais, ces petits ricanements pendant que tout le monde l'attaque, pour montrer sa supériorité, son côté inébranlable. Je trouve que c'était bien choisi et bien fait dans l'épisode. On va maintenant terminer. Il incarne bien.
avec la conclusion de l'épisode. Est-ce que c'est un épisode qu'on a apprécié ? Plus la merde cet épisode. Je me suis fait... Non, je rigole. Non, c'est pas vrai. Bah c'est écoute, pas vrai. c'était un bon épisode, je vais pas dire le contraire. Franchement, je serais mauvaise langue que de dire que j'ai pas apprécié mon épisode. J'ai trouvé véritablement que là, on avait quand même retrouvé une synergie, une harmonie entre les différents corps de métier, l'animation, la réalisation, la bande-son, les CIE. Finalement, quand il y a de la bagarre, ça laisse peu de place aux incohérences scénaristiques puisqu'on se bat. Donc, tu profites et c'était beau. Donc, oui, moi j'ai bien kiffé mon épisode. Je suis d'accord Ça et fait du j'ajoute bien. à cela le fait que justement dans cet épisode en plus il n'y avait pas d'incohérence scénaristique. Donc Non. on ne peut qu'avoir apprécié. Franchement, faut être extrêmement difficile pour pas apprécier cet épisode. Moi j'ai kiffé. J'ai kiffé Ouais. et je vois le fossé. Le fossé, j'espère que vous le voyez aussi, le fossé qu'il y a entre un épisode comme ça, qui contient justement tout ce que tu viens de souligner, et un épisode comme, je sais pas, les 5 là, les 5 derniers qu'on a eu, qui contiennent énormément de trucs qui font douter le spectateur. Donc j'espère que le final sera à la hauteur de cet épisode. Au moins on aura un beau final pour une série qui a eu des passages en dents de scie, en tout cas pour ce qui concerne évidemment le scénario, parce que en ce qui concerne la réal et l'animation c'est toujours fantastique, Daima. Donnez-nous vos avis dans les commentaires et on se retrouve du coup mercredi pour le live Oula. prédiction de Baba sur le prochain épisode. J'ai hâte. Allez, on fait des bisous les amis et à très vite si vous êtes abonnés bien sûr. Matane.